dans la première séance, nous avons parlé de ce que c'était qu'un projet, de ce que c'était que la gestion de projet. Et dans la gestion de projet, on a identifié trois grandes activités: l'analyse du projet, son organisation. Et à partir du moment où le projet démarre, il va falloir le piloter. Et c'est ce que nous allons étudier dans cette nouvelle séquence. Alors, qu'est-ce que le pilotage du projet? On va reprendre notre triangle que nous avions vu précédemment. Et en fait, le pilotage, c'est simplement la mise sous contrôle, la maîtrise de notre triangle objectif, moyen, délai, en ajoutant également une notion de gestion des risques. Donc, il va falloir qu'on soit capable de réguler, de s'adapter, d'apprendre de ce qu'on est en train de faire pour être sûr qu'à tout moment dans le projet, on maîtrise notre enveloppe budgétaire, notre enveloppe de temps et l'atteinte de nos objectifs avec nos bons critères qualité. Pour ça, on va mettre en place tout un ensemble d'outils de pilotage: des tableaux de bord avec des indicateurs, journal de bord qui va tracer tout ce qu'il se passe sur notre projet, peut-être des problèmes, des risques qui sont survenus, voilà, tous les incidents potentiels qui peuvent expliquer aussi les indicateurs d'un point de vue qualitatif. Et individuellement, on va aussi demander à chaque acteur du projet de nous faire des comptes rendus d'avancement ou des comptes rendus d'activité, des CRA, on appelle ça aussi en gestion de projet. Alors, d'un projet à un autre, rien n'est forcément identique. Le degré de formalisation va être un petit peu variable en fonction de la taille de l'équipe et aussi de la capacité de réaction. Si vous avez par exemple un projet mono-personnel, c'est-à-dire avec une personne, ça arrive souvent, hein, on donne à quelqu'un un projet, c'est à lui de se débrouiller. Bon, c'est relativement plus facile de s'organiser avec soi-même, donc des fois en termes d'outils de pilotage, on va peut-être avoir une petite checklist, on va avoir des choses plus simples. Si on a une équipe par contre de 20 personnes, là ça demande des efforts de coordination pour savoir qui fait quoi, à quel moment, où est-ce qu'on en est en termes d'avancement. Et là la formalisation du pilotage sera un petit peu plus importante. De la même façon, les périodes de compte rendu vont être aussi différentes en fonction de la capacité de réaction. Si vous avez un projet de 2 mois et que vous demandez, je ne sais pas, un compte rendu tous les 15 jours par exemple, une fois que vous avez déjà passé les 15 premiers jours, vous avez 25% du temps de votre projet qui est déjà passé. Donc en termes de capacité de réaction, d'ajustement, c'est un peu compliqué. Il vaut mieux avoir des moments de compte rendu qui soient un peu plus réduits que ça. Par contre, si c'est un projet qui s'étale sur un an, vous n'allez pas demander des comptes rendus journaliers. Là, peut-être qu'une périodicité toutes les quinzaines sera plus pertinente. Donc là aussi, la phrase importante, c'est que le degré de formalisation est variable en fonction de la taille de l'équipe, la capacité de réaction, de la durée du projet. En gros, on va adapter nos outils de pilotage en fonction des caractéristiques de notre projet. Au niveau du pilotage, on en a deux. On a le suivi du projet dans son ensemble, avec un point d'avancement qui va nous servir de faire des points d'avancement avec la MOA. Donc c'est plutôt des points d'avancement, des tableaux de bord, plutôt grosses mailles sur les grandes phases du projet. Et puis après on a le suivi, l'accompagnement, plus des équipes, plus individuelles. On rentre plutôt là dans un management avec de la responsabilisation où on va avoir des comptes rendus avec chacun des membres qui participent au projet. Donc le pilotage de projet, c'est avoir la capacité de répondre à tout moment à ce qui a été produit, à ce qui a été fait, ce qu'on appelle l'avancement réel, ce qui a été consommé, donc l'utilisation de nos ressources, le temps qu'on a passé à réaliser telle ou telle activité, les écarts entre ce qu'on a planifié et ce qui est réellement en train de se passer. D'un point de vue plus qualitatif, pourquoi est-ce qu'il y a des écarts ? Ça peut être dû à beaucoup de choses différentes, c'est pas forcément un problème dû à une personne, ça peut être une mauvaise estimation à la base, ça peut être un retard de livraison, ça peut être un congé maladie de la personne qui devait le réaliser. Enfin voilà, il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent expliquer des retards ou des écarts entre le planifié et le réalisé. Et puis ce qui reste à faire. Donc tout ça c'est des éléments qu'on doit connaître. Après on a quelques formules qu'on va mettre en place dans tout ça. Donc ce qui a été produit, ce qui a été réalisé, l'avancement réel, c'est ce qui restait à faire précédemment, moins ce qui reste à faire à partir d'aujourd'hui. Donc ce qui restait à faire à la période précédente, moins ce qui reste à faire aujourd'hui.
Ce qui reste à faire, la particularité, c'est que ce n'est pas basé sur un calcul souvent. Ce qui reste à faire, c'est une estimation qui va être donnée par les acteurs qui réalisent la tâche. En gros, on va leur dire, voilà, tu avais une activité de 10 jours, tu viens de passer 3 jours dessus, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Et la personne va réestimer son travail en fonction de ce qu'elle a déjà réalisé et de ce qu'elle pense encore être à faire. Et donc la différence entre l'estimé et le temps passé réel peut être égale, mais peut être aussi inférieure ou supérieure. C'est ce que normalement on fait un petit peu en cours, on essaye d'en discuter. Imaginons qu'on a une tâche A qui est de 3 jours hommes. La ressource, on a une personne dessus. La particularité, c'est là l'intérêt, j'en avais parlé quand on a une activité d'avoir une seule personne, c'est que la charge est égale à la durée. Donc la durée est de 3 jours. Et c'est beaucoup plus facile de piloter quand on demande ce qui reste à faire à une personne plutôt que quand on demande ce qui reste à faire à plusieurs. À la fin de la première semaine, le temps passé, notre personne a passé 2 jours sur cette tâche. Et on va lui demander qu'est-ce qu'il reste à faire. Instinctivement, vous avez une tâche qui dure 3 jours, la personne y a passé 2 jours, instinctivement, tout le monde me dit qu'il reste 1 jour à faire. Mais c'est pas forcément dit. On va demander à la personne qu'est-ce qu'il lui reste à faire. Elle a tout à fait le droit de me dire j'ai terminé, pourquoi pas. Et en ayant passé 2 jours, elle aura finalement terminé son activité. Et puis elle peut à l'inverse me dire non, il me reste encore 2 jours de travail. Parce que là, une fois qu'elle y a passé 2 jours, elle va se rendre compte que par rapport à ce qu'il lui reste à faire, sa nouvelle charge, ça va être 2 jours. Donc notre reste à faire, il peut être égal, inférieur ou supérieur à justement ce qu'on avait prévu, moins le temps qu'on y a passé. Si c'est égal, tant mieux, ça veut dire que pour l'instant, on ne fait pas trop d'erreurs d'estimation, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc imaginons qu'elle nous dise « il me reste 2 jours ». Qu'est-ce que j'ai réellement fait en termes d'avancement? L'avancement, c'est donc le reste à faire de la période N-1 moins le reste à faire de la période N. Qu'est-ce qu'il me restait à faire avant cette période? Il me restait 3 jours, puisqu'on n'avait pas commencé, donc techniquement, il me restait tout à faire, moins le reste à faire aujourd'hui, c'est-à-dire 2 jours. Et donc, l'avancement, en termes de production, en termes de travail, est de 1 jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir passé 2 jours, j'ai en fait avancé de 1 jour en termes de réalisation. Donc là, on commence à se dire, ok, on a pris un peu de retard, il va falloir qu'on rattrape tout ça. À la fin de la semaine 2, la personne a passé 3 jours sur mon activité et elle me dit qu'il lui reste à faire 0, donc elle a terminé. Donc l'avancement, il est de ce qu'il me restait à faire sur la période précédente, donc 2, son estimation, 2 jours, moins ce qui me reste à faire aujourd'hui, 0, puisque j'ai terminé. Donc un avancement de 2 jours. De la même façon ici, on a passé 3 jours sur l'activité pour avoir un avancement en termes de travail de 2 jours. Au final, la charge réelle a été de 2 plus 3 jours passés, c'est-à-dire 5 jours hommes, alors qu'on avait fait une estimation au départ de 3 jours. Alors pourquoi? C'est là aussi où il faut être vigilant, on ne va pas taper sur la personne qui a réalisé la tâche, ça peut être une erreur d'estimation au départ, une difficulté rencontrée, un retard dans une autre tâche qui a fait prendre du retard sur celle-ci, donc il faut être un peu fin dans l'analyse de tout ça. Ça peut être aussi directement lié à la personne, un problème de technicité, de formation, voilà, il peut y avoir plein d'explications. En tout cas, le rôle du chef de projet, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, voir quel va être l'impact de ce retard sur la suite. Est-ce que on a donné le même type de tâche à faire à cette personne-là et ça veut dire que pour toutes les autres tâches suivantes, on va aussi prendre du retard parce qu'il y a des problèmes techniques. Est-ce que c'est accidentel? Est-ce que c'était parce que c'était la première, fallait se roder? Voilà, le boulot du chef de projet et sa grande aussi valeur, c'est d'être capable de comprendre les impacts de tout ça sur la suite de son projet et d'éventuellement de faire des ajustements.
Pourquoi aussi il y a des choses qui partent un petit peu en dérive en termes de délai ou en termes de coût? C'est parce que potentiellement il peut se passer des choses sur notre projet qu'on n'aurait pas prévu. Et c'est pour ça que normalement, et je dis normalement parce que c'est rarement fait quand même, en amont de notre projet, quand on va commencer, on va faire une gestion de risque. On va essayer de voir tout ce qui pourrait se passer, toutes les menaces qui pourraient avoir un impact positif ou négatif sur au moins un objectif du projet, un élément de notre triangle, délai, coût ou objectif et qualité. Donc, quels sont les événements probables qui pourraient avoir des conséquences, soit sur le processus du projet, donc sur le déroulé, sur notre projet en lui-même, ou alors sur le résultat, la qualité du résultat qu'on va proposer. Donc il va falloir qu'on essaye de déterminer ces événements, qu'on essaye de déterminer la cause et qu'on travaille ensuite sur une gestion de risque. Donc c'est pas la première fois qu'on en parle de la partie risque, on en a parlé en performance, on en a parlé en sécurité, on en a parlé aussi, il m'en manque une, en audit. On est toujours sur la même méthode, les mêmes concepts. Simplement là, on va l'appliquer sur la gestion d'un projet. Donc soit sur le déroulé du projet ou sur le résultat, le livrable final qu'on va fournir à notre client. Donc quand vous avez une question à l'examen sur les risques, et je le rappellerai jamais assez, avant de partir bille en tête sur une réponse, regardez à quel type de contexte est-ce qu'on est sur les risques projets, les risques sécurité, les risques d'infogérance, voilà. Est-ce qu'on est sur les risques de l'entreprise en général, puisque votre réponse ne pourra pas être la même. C'est la même méthode, mais le cœur de la réponse, le fond de la réponse sera différent. Quand je dis c'est la même méthode, c'est qu'on va reprendre ce qu'on a déjà dit, on va identifier nos risques, on va évaluer leur criticité à travers la probabilité, l'impact, on va définir des actions, prendre des dispositions pour réduire ces risques, suivre toutes ces actions, les dispositions, surveiller, piloter nos risques, capitaliser aussi sur l'expérience, puisque de projet en projet, on est souvent sur un peu les mêmes choses, et puis des éléments qu'on n'avait pas prévus qui peuvent survenir, des risques qu'on n'avait pas envisagés, qui vont venir alimenter notre base de référence de risque pour nos projets futurs. Donc capitaliser sur l'expérience est extrêmement important. Bon, ce slide-là, vous l'avez déjà vu, notre objectif de diminuer dans la mesure du possible la criticité d'un risque en travaillant sur différentes actions d'acceptation, élimination, protection, prévention, transfert, réaction. Voilà, donc mettre en place un plan d'action pour réellement gérer ces risques et vérifier que les actions qu'on met en place ont bien un impact sur tout ça. Et l'intérêt aussi en gestion de projet, c'est qu'il y a des gens qui ont travaillé un peu sur des éléments un peu génériques de méthodologie ou de questionnement. Donc là, je vous en donne 2 dans le cours qui vont aussi vous aider à alimenter les questions que vous pourriez avoir autour de la gestion des risques projets. Le premier, c'est le référentiel de l'AFITEP que vous trouvez en document joint à ce cours. Ils sont très pragmatiques, ils ont une logique très simple d'une certaine façon. Donc je vous invite à ouvrir le document en même temps pour comprendre l'explication. L'idée ici, c'est qu'on a une typologie de projet. Un projet, il va avoir un objectif, il va avoir une cible et un type de solution. Donc quand vous avez un projet, vous dites, ok, mon projet, il est de telle cible, il est dans tel objectif et c'est un peu tel type de solution. Une fois que vous avez défini les caractéristiques de votre projet, le tableau va vous donner la liste des risques principaux pour chaque type. Donc si vous avez un objectif de tel type, il va vous dire, voilà, potentiellement, vous pouvez avoir ce risque ou ce risque-là. Si vous envisagez telle solution, vous allez avoir aussi tel risque, tel risque, tel risque. Donc c'est là où je vous pose une question dans les exercices. Par rapport à la lecture de ce tableau, quels seraient à votre avis les risques possibles pour un projet CRM ? C'est quoi l'objectif d'un projet CRM? C'est quoi la cible d'un projet CRM? C'est quoi la solution, le type de solution envisagée? Et une fois que vous avez donné ces caractéristiques-là, ça vous donne un peu une liste recensée de risques que vous pouvez ensuite, sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour démarrer votre analyse. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, mais ça va vous donner des idées de risques qui après va falloir analyser, l'impact, etc., etc. Autre méthodologie, on peut travailler aussi sur le profil de risque d'un projet. Alors, ce n'est pas forcément la meilleure méthode, parce que ça ne donne pas les risques
qu'on soit bien d'accord, ça ne donne pas les événements, ça ne donne pas les risques. On va travailler ici plutôt sur ce qu'on appelle des facteurs de risque. Un facteur de risque, c'est une propriété sur l'objet qu'on va analyser, donc ici un projet, une caractéristique qui va nous dire si potentiellement ça entraîne une plus grande appétence au risque ou pas. Donc c'est des facteurs qui vont te dire attention, si vous avez ça, on ne vous donne pas le risque, par contre on vous dit que votre projet est plutôt de nature risquée, il va falloir quand même bien analyser les risques ensuite de votre projet. Et donc cette méthodologie de profil de risque, donc là aussi vous avez en annexe un document, on va travailler sur 6 facteurs de risque. La taille du projet, puisque donc plus le projet est grand, en termes d'envergure, en termes de durée, en termes de charge, plus il va souvent durer longtemps, impliquer un grand nombre de personnes, et donc c'est forcément un contexte qui va entraîner une plus grande appétence au risque. Si vous avez un projet qui dure 2 ans, c'est 2 ans dans lequel il peut se passer quelque chose. Si vous avez un projet qui dure 2 mois, forcément c'est plus court, c'est un peu moins sujet à ce qu'il se passe beaucoup de choses. Donc la taille du projet n'est pas un risque en soi, mais c'est un facteur potentiel de risque. La difficulté technique, le degré d'intégration, la configuration organisationnelle, le degré de changement et aussi l'instabilité de l'équipe projet. Donc comment ça fonctionne ? Sur chacun de ces facteurs, vous allez retrouver des tableaux avec des critères et dans chacun de ces critères, différentes métriques. Donc par exemple pour la taille du projet, on va vous dire entre 1 mois et 2 mois, plus de 6 mois, enfin je ne me rappelle plus exactement les critères. Et en fonction des caractéristiques de votre projet, vous allez sélectionner une des métriques, ce qui va vous donner un score pour ce critère. Et si vous faites un peu la moyenne de tous ces critères pour un facteur donné, ça va vous donner ce degré de risque du projet et on arrive à sortir cette courbe, ce qu'on appelle un peu la courbe de risque du projet, grâce à toutes les métriques, la moyenne des métriques qu'on aura sélectionnées pour chaque facteur. Peut-être que vous pouvez avoir une autre courbe, ça dépend des projets. Mais attention, ça ne donne pas les risques, mais un profil risqué ou non pour le projet et donc nous donner aussi les points d'attention sur lesquels il faut être vigilant. Donc là, vous avez de la même façon un exercice avec un énoncé un petit peu plus long pour travailler aussi un peu des exemples autour des projets. Et vous allez devoir sélectionner pour chaque critère la métrique qui correspond au projet. Alors vous n'allez pas forcément avoir toutes les informations, vous pouvez aussi mettre des hypothèses, l'objectif c'est pas d'être juste dans cette sélection de critères, mais c'est de vous permettre de parcourir un peu ce tableau et déjà de vous rendre compte, est-ce que vous comprenez l'ensemble de ces critères ? Si ce n'est pas le cas, il faudra me poser des questions en conséquence, puisque normalement aujourd'hui, vous devez être capable, pas forcément de sélectionner la bonne métrique par rapport au cas, parce que ça ferait des énoncés qui sont beaucoup trop longs, mais par contre de comprendre que veut dire ce critère et en quoi est-ce que potentiellement c'est important de se questionner dessus pour savoir si notre projet est risqué ou pas. Donc c'est plus une grille de lecture.